Nous sommes le vendredi 18 novembre, il est 7h. 7h, 9h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et dans un instant, nous partons à Copenhague pour inaugurer notre vendredi thématique consacré aux défis migratoires. Copenhague et le Danemark, où l'on mène l'une des politiques migratoires les plus fermes d'Europe dans un consensus politique totalement inédit en France. Une semaine après la mort de 27 migrants dans la Manche, on vous révèle ce matin sur Europe 1 le profil controversé de l'opératrice des marins sauveteurs qui a reçu les appels de secours ce jour-là. Elle aurait fait l'objet d'un fichage des renseignements. Et puis Emmanuel Macron met en garde cette nuit contre les rivalités croissantes entre la Chine et les États-Unis. Le président est à Bangkok pour le sommet Asie-Pacifique, vous l'entendrez. Le journal Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les défis migratoires en France, mais aussi en Europe, c'est la thématique de ce vendredi sur Europe 1. Et nous partons tout de suite au Danemark où l'objectif officiel du gouvernement est très simple, 0 réfugiés. Le gouvernement social-démocrate qui mène l'une des politiques migratoires les plus dures d'Europe. Certains quartiers où vivent les étrangers sont même soumis à des règles plus strictes qu'ailleurs. Officiellement, il s'agit de lutter contre les ghettos et de favoriser l'intégration. Notre envoyé spécial Caroline Baudry a visité l'un de ces quartiers à Copenhague. Reportage. Les rues sont impeccables, les maisons modernes et les vélos colorés soigneusement garés. D'apparence, Tinberg n'a rien d'un ghetto, mais ici, plus de 50% de la population est d'origine non occidentale. Une loi plus stricte s'applique dans ces pâtés de maison, dénonce Aïcha Lo. Elle est spécialisée dans l'accès aux droits des habitants. Si quelqu'un commet un crime ici, il aura une peine 2 fois plus lourde que quand un crime ou un vol est commis ailleurs. Vous êtes aussi obligé de mettre votre enfant à la crèche quand il a 1 an. Si vous ne le faites pas, l'État coupe les allocations. Pour déposer une demande de résidence permanente au Danemark, il faut y vivre depuis 8 ans, bien parler danois et travailler à plein temps. Plus que 2 ans, lâche Waka s'emmitoufler pour affronter l'air glacé. Il est pakistanais, marié à une danoise. J'ai repris des études, j'ai des enfants et je travaille. C'est pas facile de tout mener, mais pour demander la résidence permanente, on doit toucher aucune allocation et je dois gagner plus de 22 000 couronnes. L'équivalent de 3 000 € par mois. La rigueur migratoire fait consensus dans la classe politique. Le Danemark souhaite même envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. L'ONU condamne fermement le projet. L'envoyé spécial Caroline Baudry d'Europe 1 au Copenhague et que l'on retrouvera tout à l'heure en grand format à 7h40. Retour en France, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, demande au préfet de durcir l'application des fameuses OQTF. Et donc les obligations de quitter le territoire doivent être délivrées à tous les étrangers en situation irrégulière, affirme Gérald Darmanin, plus seulement aux étrangers délinquants. Il demande aussi l'inscription systématique des personnes sous OQTF au fichier des personnes recherchées. Eux tentaient de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche. Ces 27 migrants partis de Calais, morts noyés faute d'avoir été secourus à temps en novembre 2021. Et ce matin, Europe 1 vous révèle le profil controversé de l'opératrice des marins sauveteurs qui, cette nuit-là, a pris les appels de secours émis par les migrants avec des téléphones. T'entends pas, tu ne sauras pas sauver. La retranscription de ces appels est accablante. L'opératrice du CROSS, les marins sauveteurs français, n'aurait pas lancé les opérations de secours malgré les appels de détresse répétés. William Molinier, selon les informations d'Europe 1, elle a été recrutée par la Marine nationale alors même qu'elle avait été auparavant dans le viseur des services de renseignement français. Oui, au titre de l'islam radical, sa prise en compte par les services remonte à 2015. Elle est alors toute jeune adolescente. Elle fait l'objet d'un suivi du renseignement territorial qui l'inscrit au fichier des radicalisés, le FSPRT, fiche qui sera clôturée en avril 2019. Quelques mois plus tard, elle a alors 19 ans. Elle intègre la Marine nationale et suit une formation de guetteur de flotte. 2 enquêtes sont réalisées par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, le service interne aux armées. La DRSD estime qu'aucun obstacle ne s'oppose à son recrutement, mais compte tenu de son passé, elle ne peut pas être habilitée au secret défense. Techniquement donc, le suivi du renseignement a été correctement fait. Reste une question, était-il opportun que la Marine nationale la recrute au regard de son pédigré? Une source militaire l'assure, depuis qu'elle est chez nous, son comportement est excellent. On peut estimer qu'elle a été remise sur les rails. Une autre source y voit quant à elle l'illustration de la difficulté de recrutement au sein de la Marine qui a dû accélérer ses volumes pour faire face aux besoins opérationnels et parfois au détriment de la qualité.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi à la fin du procès du drame de Millas, cet accident entre un TER et un bus scolaire en 2017. 6 enfants tués. Le tribunal de Marseille rend son délibéré aujourd'hui. La conductrice du bus scolaire, Nadine Oliveira, encourt jusqu'à 5 ans de prison. Elle ne sera pas présente aujourd'hui alors qu'elle est toujours hospitalisée en institut psychiatrique. À 7h05 sur Europe 1, les membres de l'APEC, les puissances économiques de l'Asie-Pacifique et les États-Unis se réunissent en urgence ce matin à Bangkok. Une réunion après un nouveau tir de missile nord-coréen qui serait tombé dans les eaux territoriales japonaises. De son côté, Emmanuel Macron, seul représentant européen à Bangkok, met en garde aujourd'hui contre la rivalité croissante entre Pékin et Washington dans la zone Indo-Pacifique où la France a de nombreux intérêts. Nous sommes dans une jungle et nous avons 2 gros éléphants qui deviennent de plus en plus nerveux. S'ils deviennent très nerveux et commencent une guerre, cela serait un très gros problème pour le reste de la jungle. Vous avez besoin de la coopération de tous les autres animaux, les tigres, les singes, etc. Notre stratégie indo-pacifique, c'est d'arriver à créer un équilibre habile dans cet environnement qui ne peut pas être l'hégémonie de l'un des deux et qui ne peut pas non plus être le résultat de la confrontation entre les 2 blocs. Propos recueillis par l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bangkok, Jacques Serret. En Ukraine maintenant, Moscou accusé par Kiev d'actes de torture de grande ampleur à Kherson. Il y a des dizaines de personnes électrocutées ou battues avec des tuyaux métalliques. Autre accusation portée par des associations de défense des droits humains, la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Clotilde Dumay, Kiev a identifié près de 11 000 mineurs isolés déplacés de leur pays d'origine. Les gens qui ont pris mon fils étaient des militaires russes. Nous ne leur avons jamais parlé, ils l'ont juste emmené. Gravement blessé dans un bombardement à Izium fin avril, le fils d'Olena a été évacué par l'armée russe jusqu'à Moscou. Elle ne l'a retrouvé que des mois plus tard, par hasard. Et le cas de cette famille n'est pas isolé, d'après Sylvie Rollet, présidente de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Ces enlèvements se sont produits d'abord au moment des évacuations forcées vers la Russie. S'y ajoutent, dans les territoires temporairement occupés, les enfants envoyés en colonies de vacances dont on est sans nouvelles. Pour Alexandra Romantsova, membre de l'ONG Center for Civil Liberties, qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix, l'objectif de ces enlèvements est clair. C'est une partie de la stratégie russe pour détruire l'identité ukrainienne, car ces enfants ne s'éloignent pas seulement de leur famille, mais aussi de la culture ukrainienne. À ce jour, seulement une centaine d'enfants sont rentrés dans leur pays, d'après les autorités ukrainiennes. Clotilde Dumay, le changement de ton de Volodymyr Zelensky au sujet du missile qui a touché la Pologne mardi soir, après avoir affirmé, à contre-courant de l'enquête occidentale, affirmé ces derniers jours qu'il était d'origine russe. Le président ukrainien dit désormais ne pas savoir l'origine du missile qui a frappé la Pologne. La grande fuite des employés de Twitter, des centaines d'entre eux ont quitté l'entreprise récemment acquise par Elon Musk. Ce dernier leur avait laissé le choix entre continuer à travailler dans des conditions hardcore, ce sont ses mots, ou de claquer la porte dès l'achat du réseau social. Musk avait déjà licencié la moitié des quelques 7000 employés de Twitter. Les sports pour terminer la route du Rhum. Francis Joyon, le vainqueur de la précédente édition, est arrivé cette nuit à Pointe-à-Pitre. Arrivé aussi de Yves Le Blévec il y a quelques minutes, tous les deux à bord de leurs ultimes, ces bateaux ultra rapides, et la course se poursuit pour les autres catégories de bateaux moins rapides. Axel May, une centaine de skippers sont toujours en course. Oui, si les bateaux les plus remarquables, les ultimes, ces immenses maxi trimarans effectuent la traversée Saint-Malo-Pointe-à-Pitre en une semaine, le temps est plus long pour le reste de la flotte. Le vainqueur de la catégorie qui vient juste après, composé de trimarans plus petits, est attendu seulement dimanche. Suivront ensuite les monocoques, joints en plein milieu de l'Atlantique. Johan Richomme, vainqueur sortant dans sa catégorie, les classes 40, reste philosophe. Le fait que les classes 40 et les autres catégories arrivent après les ultimes et que la course se court en plusieurs catégories, ça n'enlève rien au spectacle, en tout cas pas pour nous. C'est-à-dire que le grand public nous suit un peu moins, les médias un peu moins. Mais nous aussi, on fait notre route du Rhum. Et si on regarde l'aspect un peu plus sportif, l'enjeu n'est pas toujours là où l'argent est. Autrement dit, la concurrence est plus dense, plus nombreuse dans des catégories inférieures qui nécessitent moins de budget. La direction de course restera, elle, à Pointe-à-Pitre jusqu'à l'arrivée du dernier skipper, sans doute début décembre. Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 en Guadeloupe. Merci beaucoup Wilfried de Villers, c'était votre journal.